Je suis né dans un faubourg de Bruxelles qui s'appelle Saint-Josse-ten-Noode pour une raison bien simple, c'est que mon père, qui était ingénieur, a été engagé en 1930, je crois, ou 29 ou 30, dans une usine à Olen. Et Olen, c'est un faubourg d'Anvers. Et c'était une usine qui traitait le cuivre venant du Katanga, colonie belge à l'époque, une partie importante du Congo belge. Donc le cuivre arrivait à Anvers et là était traité d'après les besoins des industries, etc. Malheureusement, 1932, vous devez connaître l'histoire économique mieux que moi, mais c'est le début de la grande crise économique et moralité. L'usine a eu beaucoup moins de travail et a dû se séparer des plus jeunes ingénieurs entrés. Donc, mon père, alors qu'il était jeune papa, il faisait la navette tous les jours entre Bruxelles et Anvers, et il s'est retrouvé chômeur, quoi. Alors, bon, c'était une période difficile. Moi, je l'ai, je n'ai pas connu, mais enfin, j'étais quand même déjà né. Mais on a fait un petit peu le tour, enfin, il a fait un peu le tour, et il a été engagé par une société anversoise qui s'appelait le Comptoir commercial anversois, qui avait été fondée par le grand-père de ma mère. Donc, c'est par filière familiale qu'il a été engagé donc pour faire autre chose que son métier d'ingénieur, parce que là, c'était vraiment un métier de commerce, quoi. C'était un comptoir commercial. Ils importaient des colonies. Bon, et voilà, papa a fait la navette pendant 10 ans, oui, 10 ans, entre Bruxelles et Anvers. Tous les jours, il prenait le tram, le train et communication facile, hein. C'était le premier chemin de fer électrique en Belgique et entre Bruxelles et Anvers, c'était très, très régulier. Alors, bon, tout ça a continué. J'ai eu entre-temps une sœur qui m'a suivi de 2 ans, un deuxième, un frère, le troisième enfant et le quatrième enfant. Il y avait donc dans ma famille, euh, nous étions 4. Je suis l'aîné, puis une sœur et puis 2 garçons encore. Bon, nous habitions à ce moment-là à Bruxelles, un quartier très agréable en face du parc du Cinquantenaire. Le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, c'est une des attractions bruxelloises, vraiment un parc avec beaucoup de verdure. Et on était juste en face du parc du Cinquantenaire. Et moi, j'allais dans une école des frères maristes qui était de l'autre côté du parc, c'est-à-dire qu'en vélo, j'allais tous les jours de notre maison, on traversait le parc et j'allais à l'école. Et ça, comme ça, pendant ce qu'on appelle en Belgique les préparatoires, c'est-à-dire en fait les années avant d'entrer dans le grand collège, hein, où là c'est gréco-latine ou la mathématiques. Donc là, je n'ai pas de souvenir fracassant de cette période-là. C'est classique, quoi, d'une famille, euh, je ne dirais pas fortunée, mais quand même aisée, parce que, bon, des ancêtres, le fameux ancêtre là qui avait fondé son comptoir, hein, il avait fait de bonnes affaires. Il avait acheté des châteaux, même en Belgique. Et donc, rien d'exceptionnel à dire entre 1932 et 1940.
Et les problèmes sont arrivés le 10 mai 1940. Donc le matin, on s'est levé tôt. Mon père, je me rappelle, était parti très tôt parce qu'il devait aller à un enterrement de quelqu'un qu'il connaissait. Et pendant qu'il était absent, les gendarmes sont venus sonner avec son papier d'ordre de rejoindre immédiatement son unité. Et en fait, on a appris après que mon plus jeune frère, qui était né le 11 avril 1940, donc il venait de naître au moment, faisait que papa était père de famille nombreuse, 4 enfants, et ne devait plus faire la guerre. Mais ça, il ne le savait pas, et les autorités non plus. On n'avait pas eu le temps de partir de l'acte de naissance du mois d'avril pour le 10 mai, hein, et papa est parti comme officier. Il a fait la guerre dans le transport et il a été fait prisonnier le 28 mai, donc le jour où le roi Léopold III a capitulé. Il a été fait prisonnier et il nous a raconté qu'ils étaient tous, ils s'étaient mis en groupe et ils devaient marcher sur une grande route du côté de Bruges, de ce côté-là. Ils devaient marcher en groupe et en traversant Bruges, il y a une dame qui a ouvert une porte dans une maison avec un escalier et en faisant signe à mon père, venez et ils ne nous verront pas. Et papa nous a expliqué, il a dit, pour moi ça a été vraiment un dilemme, une décision difficile à prendre. Cette femme-là, visiblement, voulait me faire échapper. Et moi, je me suis dit, j'ai 4 enfants, un qui vient de naître, et je dirais, sa rigueur morale l'a emporté. Et il est allé en Allemagne, il a été prisonnier en Allemagne du côté de la Pologne, au bout du monde, où il a souffert, il a eu froid, et finalement, on ne sait pas par quel miracle, mais les pères de familles nombreuses ont été libérés et il est rentré. Mais on est resté plus d'1 an sans voir notre père, quoi. Et il demandait qu'on lui envoie des choses chaudes, parce que je crois qu'il a eu très froid là-bas. Donc mon oncle, qui avait épousé la sœur aînée de mon père, était un industriel du côté de Huy, dans les fours à chaux. Il était dans les fours à chaux et c'était les fours du Mont-Autier. Et il venait de recevoir sa voiture qui était une Plymouth. Plymouth, c'était une des marques des 3 grands américains. Il y avait General Motors, Ford et Chrysler. C'était les 3 grandes. Moi, je suis très intéressé par les voitures. Chrysler, la plus luxueuse, c'était la Chrysler, puis la Plymouth, puis la Dodge, et puis la quatrième, je ne sais plus. Et l'oncle en question, avec sa Plymouth, c'était une voiture 12 places, parce qu'il y avait bien sûr les places avant, une deuxième rangée et des strapontins, ce qu'on appelait des strapontins, c'est-à-dire des trucs qui rentraient dans le sol et qu'on pouvait ressortir. Et donc, on pourrait, à la limite, se mettre à 12 dans cette voiture. Et l'oncle qui habitait du côté de Huy est passé à Bruxelles chez mes grands-parents paternels, donc la femme de mon oncle allait voir ses parents et leur dit nous partons. Et l'oncle en question a offert à ma maman, il a dit on ne va pas vous laisser seul ici avec 4 enfants dont on est tout petits.
si vous voulez, on se sert et on part tous ensemble. Alors là, j'ai aussi un souvenir, parce que vous aimez les anecdotes, je vois encore maman m'entraînant dans le petit coin de la maison de mes grands-parents en disant: qu'est-ce que tu penses, Michel, et s'il faut accepter l'offre de l'oncle Paul? Moi, vous pensez qu'à 8 ans, j'ai dit: on part. Je ne m'en rendais pas compte, mais et je ne sais pas si c'est ça qui a décidé maman, mais on est parti. On est parti, alors c'était une évacuation comme tellement de Belges reconnus, Français aussi d'ailleurs, hein, Français du Nord, pas très intéressant comme anecdote, mais on a été pris en plein bombardement de Tournai. Tournai a été bombardé parce que les Anglais étaient arrivés à Tournai et les Allemands attaquaient. Et je vois encore un soldat anglais avec son casque rond, hein, avec une mitrailleuse au milieu de la rue, et nous étions dans le porche d'une maison de maître, et l'anglais tirait sur les avions allemands. Alors, enfin, bah, ça vous intéresse, c'est vraiment très, très, très anecdotique. Et bon, quand il y a eu ce bombardement, les gens qui nous avaient accueillis, qui étaient plus ou moins de la famille, je crois, hein, on dit tout le monde descend à la cave et maman avec son bébé d'un mois, il avait tout juste un mois, il était dans son berceau, il dormait paisiblement. Maman, je dis bon, allez, Inch'Allah, hein, je descends avec les trois autres, mais celui-là, on le laisse dans son berceau. Et quand on est remonté après, le berceau était couvert de plâtras. Il y avait une bombe qui était tombée tout près et elle n'a pas eu le courage de réveiller son bébé qui dormait paisiblement avant que le bombardement commence, quoi. Quand on est descendu, la dame qui nous avait dit, enfin qui avait dit à maman de descendre, et ton bébé, où est ton bébé? Ah, maman dit, moi, j'ai pas eu le courage de le réveiller. C'est complètement folle, va le chercher tout de suite. Et c'est ce qu'elle a fait. Oh, il n'aura peut-être pas été tué, hein, mais le berceau était plein de gravats. Mettez-vous dans la peau d'une jeune maman qui vient d'en voir de toutes les couleurs, qui s'occupe de ses trois enfants encore petits et qui voit son bébé qui dort paisiblement en disant quel est le risque, hein? Il y avait mon oncle et ma tante, donc leurs trois enfants à eux, qui étaient trois filles. Ils avaient un fils, mais qui était parti à l'armée. Ils avaient trois filles et ils avaient la femme de ménage qui était attachée à la famille et qu'ils ont pris avec eux. Et maman et ses trois enfants. Et moi, j'étais toujours sur les genoux de ma tante. Donc, j'étais au premier rang, quoi. Et puis les autres derrière, je ne sais plus comment ils étaient arrangés, mais on savait qu'il fallait partir vers la France. On avait des points de chute éventuels, notamment dans la Sarthe, tout près du Mans, Pressigné. Il y avait les beaux-parents de mon oncle, donc le frère de ma maman, où on aurait été accueillis très, très chaleureusement. Il y avait une très belle propriété et tout. Il y en avait d'autres en Bourgogne aussi, tout près de Beaune, tout près de Beaune. Donc on avait des points de chute, quoi, hein. Mais moi, je me rappelle que j'ai dormi dans, dans un lit avec toute ma famille, mes frères et sœurs. On était tous dans ce sens-là, quoi. Des fermiers flamands qui parlaient mieux le flamand que le français,
dans un village qui s'appelait Hondscoot. Ça, je me rappelle, Hondscoot, c'est un nom. C'est la dernière nuit qu'on a passée en liberté. Et c'est en partant de là qu'on est arrivé à pas en Artois, donc le village à peu près à hauteur d'Amiens. Si vous voyez une carte de France. Moi, j'étais devant, sur les genoux de ma tante, parce que c'était ma place traditionnelle. Et à ce moment-là, tout le gros de la troupe est arrivé avec des chars et tout. C'était vraiment, je crois que c'était Guderian, je crois, le général des blindés qui arrivait et qui se dirigeait vers Dunkerque, hein, finalement, en fait. Ils voulaient la voiture, hein. C'est une belle voiture, c'est splendide. Pour un général, ils avaient dit. Et on a tout déposé, les valises et tout, au bord du bois, hein. Ah oui, la boîte à gants, ça c'était au tout début. Hein. Dès qu'on a été arrêté, ma tante m'a dit, Michel, viens, on va faire un petit besoin dans le bois. Je lui ai dit, pas besoin, pas besoin. Si tu as besoin. J'ai compris qu'il valait mieux pas rire. Hein. Alors elle a ouvert la boîte à gants qui était devant moi. Surtout, elle avait pris un revolver avec elle depuis la Belgique. Hein, en se disant, on ne sait jamais. Et comme mon oncle avait été officier, il avait son revolver, et je suppose que c'est celui-là qu'elle avait pris, quoi. Elle est pissée derrière un arbre un peu plus loin, quoi. Si le général avait trouvé le revolver, ça n'aurait peut-être pas passé aussi facilement. Hein. Quand on a été arrêté et devenu piéton, puisqu'il n'y avait plus de voiture, le village n'était pas loin. Et je ne sais plus qui, si tout le monde a marché, ou je ne sais plus. Mais dans le village, très vite, on a trouvé, le maire nous a dit, on va vous ouvrir la maison du notaire, je crois, qui est parti en évacuation. Et c'est là qu'on est resté. On n'est pas resté tellement longtemps. Et là, ce qui me frappait toujours, c'était les colonnes de prisonniers qui marchaient sur la route, des colonnes interminables. Hein. On était comme des villageois normaux. Je me rappelle qu'il y avait un vélo et j'allais avec le vélo dans une ferme voisine à Famechon, c'est le nom du patelin, je m'en souviens. On allait chercher du lait, hein, et du beurre pour nourrir la famille. Ben, on en était là comme en vacances, quoi. C'était vraiment le tout début de l'occupation. Ben, on jouait. On jouait et il n'y avait plus beaucoup d'adultes dans le village, mais il y avait des enfants. Et j'avais des copains français et on s'amusait bien ensemble, quoi. Hein. Je jouais dans les bois, hein, à faire des cabanes, je me souviens, à faire des cabanes. Et puis, on voit les deux voitures qui arrivent, hein, et les deux Italiens là, qui sortent et qui disent est-ce que vous connaissez des Belges qui habitent ici, à pas en Artois? J'ai dit oui, moi j'en suis. Eh bien, allez leur dire que dans une demi-heure, on vient les chercher et on les ramène en Belgique. Bon, moi, j'ai cru ça, ça ne me paraissait pas impossible, quoi. Mais c'est mon oncle qui ne voulait pas me croire. Hein, je peux comprendre aussi. Ouais, un gamin de 8 ans qui vient d'y arriver à lui annoncer qu'on retrouve la liberté. Je lui dis, oncle Paul, il y a 2 chauffeurs qui seront là pour nous ramener en Belgique. Il est devenu tout rouge. Il a dit, Michel, si tu veux faire des blagues, tu dois choisir un autre sujet. Hein, on ne rigole pas avec ça. Hein, tu vois qu'on est quand même assez ennuyé ici. Et je suis mis à pleurer. À pleurer comme un malheureux. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et heureusement, une demi-heure après, ils étaient là. Ils avaient été faire le plein d'essence, je ne sais pas où. Et on est rentré dans la nuit à Bruxelles, quoi.
Et c'est comme ça que nous avons été sauvés parce que ma tante ou mon oncle, je ne sais pas, remettait un petit mot à l'adresse de mes grands-parents. De mes grands-parents donc, qui étaient âgés, en disant, voilà, toute la famille est arrêtée à pas en Artois, et si vous avez une occasion de trouver un transport, on aimerait bien rentrer, quoi. Et je crois, mais ça, je ne suis pas sûr, je crois que c'était grâce à des pièces d'or qu'il y avait dans le coffre de mon grand-père. Je crois que c'est à coup de pièces d'or que les Italiens ont été achetés pour faire payer le taxi, quoi. Ils ont certainement fait ça pour le fric, ça c'est certain. Et la chance qu'on a eue, c'est que ils étaient devenus les alliés des Allemands, quoi. Hein, ça, et donc les Italiens ont obtenu relativement facilement, semble-t-il, les Ausweis pour aller en France chercher une famille. Sauf que il y a une des Fiat qui a eu un problème et on s'est fait remorquer par un camion allemand. Ah oui, un camion de la Luftwaffe. Ça, je me rappelle parce qu'ils nous tiraient avec un câble et c'était WH, c'était Wehrmacht, et WL, je crois, Luftwaffe. Suite de la guerre, rien de spécial à dire. Quand les écoles ont ouvert, j'ai tout de suite repris l'école. J'allais au collège Saint-Michel, qui est un collège jésuite, pas tellement loin de chez nous. Et il y a une V1 qui est tombée, mais vraiment, on l'a vu. Moi, j'étais dans la cour de récréation. J'ai vu, vous savez, la V1, comment ça marchait. Hein, et puis ça s'arrêtait. Et quand ça s'arrêtait, il était temps de se garer parce que. Et puis, eh bien, j'ai vu cette V1 arriver et faire son bruit de motocyclette, là, et s'arrêter. Hein, et miraculeusement, il serait tombé sur la cour de récréation à la dernière minute, il a eu un coup de vent, je ne sais pas pourquoi, et est tombé sur une maison derrière. Mais je raconte ça pas par des souvenirs belliqueux, mais parce que, bien sûr, on nous a envoyés tout de suite chez nous. Eh bien, ma grand-mère de Jean Blou est arrivée tout de suite en disant tu ne restes pas à Bruxelles, tu viens chez nous à Jean Blou. Jean Blou, c'est à 45 km de Bruxelles. Et quoi d'autre? Oui, enfin, ça c'est purement une anecdote. Ça, c'était quand j'étais chez mon grand-père maternel qui avait une villa dans les Ardennes, près de La Roche, près de Ans-sur-Lesse. Près de Ans-sur-Lesse. Et j'étais là avec mon cousin qui avait à peu près mon âge, et on faisait les 400 coups, on a beaucoup joué pendant la guerre. Et un jour, on nous a appris qu'il y avait une forteresse volante qui était tombée du côté de Ans-sur-Lesse. Et alors, avec mon cousin, on avait pris nos vélos et on est allé chercher, fouiller. Et qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé une mitrailleuse arrière de B-17, donc de forteresse volante. On a ramené la mitrailleuse chez mes grands-parents. Et tout fier, on rentre dire oh, une mitrailleuse américaine! Ouf! Tout était jusque par terre, ça vous êtes fou! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, quoi? Ah bon, on n'en parle plus. Le lendemain, on a cherché la mitrailleuse, volatilisée, introuvable. Introuvable. Mon oncle, qui habitait avec mes grands-parents, a eu tellement la trouille qu'il a enterré la mitrailleuse, on ne sait pas où,
elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Et il a bien fait parce que quelques mois plus tard, il y a eu l'offensive von Zostedt, hein, et ils sont arrivés dans les Ardennes et ils ont occupé la villa de mes grands-parents. S'ils avaient trouvé la mitrailleuse, je crois que ça aurait peut-être eu un autre. Ah, on a fait de la résistance. Hein. Moi, je me souviens avoir vidé une boîte de sucre dans un camion allemand. Quand on allait à Stadislas, donc ça c'était encore les préparatoires, on passait le long d'un garage où il y avait toutes des voitures allemandes. Et c'était le grand sport des garçons. On dévissait le bouchon du réservoir d'essence et on versait du sucre dedans. Ah oui, ça signifiait qu'en 5 kilomètres, ils étaient foutus. Hein, ils ne pouvaient plus rien faire. L'essence avait bouffé le sucre. Bon, on savait, hein, le matin, on avait été à la messe tout près de chez nous. Et je vois encore un ami de mon père qui était 2 ou 3 rangées devant nous. Au moment où on se retourne pour s'asseoir sur la chaise, il fait à mon père tournez, tournez. Ça voulait dire que les Alliés étaient arrivés à Tournai un dimanche matin. Et le soir, ils étaient à Bruxelles. Donc, on savait que ça arrivait et on était prêts. Hein. Alors, nous habitions en face du cinquantenaire, et le cinquantenaire, c'est un quadrilatère hein, qui a été construit pour le cinquantenaire de la Belgique, donc en 1880. Et le long gauche du cinquantenaire, il y a toujours l'école royale militaire. École militaire, donc, hein, où notre petite princesse là, vient de faire son école d'officier. Était évidemment occupé par les Allemands. Il y avait un grand drapeau avec la croix gammée. Et on voit arriver devant le 51 3 chars Sherman. Des chars, on croyait américains, mais c'était des Anglais. Ils venaient de la ville, ils avaient traversé le parc du Cinquantenaire et ils redescendaient vers la ville par le côté. Ils sont passés devant l'école militaire où il n'y avait plus d'Allemands, les Allemands étaient partis. Et ils sont arrivés devant chez nous et là, tous les gens du quartier étaient dans la rue pour acclamer les Anglais. Et à un certain moment, on entend des coups de sifflet et c'était les gars de la résistance qui avaient vu qu'il y avait une autochenille à bord qui montait et qui voulait prendre sans doute l'avenue de Cortenberg. Hein, et ils allaient tomber sur les chars anglais. Ça, alors, les résistants ont fait signe, filez, cachez-vous, hein, ne restez pas en rue en tout cas. Et en effet, 2, 3 minutes après, on entendait les mitrailleuses anglaises et la chenillette est restée longtemps là-bas. Et j'ai encore un souvenir d'enfance, moi. Il y avait un père dominicain, parce que à côté de l'école militaire, il y avait un couvent dominicain. Il y a un père dominicain, je le vois encore, agenouillé, en train de bénir un bouche qui est en train de mourir, abattu par l'air. Donc ça, c'est sont des souvenirs qui marquent. Hein. On a connu la guerre, c'est vrai, vous avez raison. Mais d'un autre côté, on l'a vu par un côté un peu, comment dire, un peu léger, quoi. On n'a pas vraiment connu, hein, quand j'entends ici des gens qui disent qu'ils étaient en évacuation avec leur voiture sur la route, et puis que les Stukas sont arrivés et ont commencé à bombarder. Là, il y avait de quoi avoir la pétoche. Hein. Non, moi, j'ai jamais vraiment eu la pétoche.
Non, au contraire, on avait un peu de culot parce que dans la forêt de Merdal, qui est une forêt ici, tout près d'ici, il y avait un grand dépôt de munitions allemands. Et quand les Allemands ont commencé à foutre le camp, avec une bande de scouts, on est allé ramasser des Tenderflash, des, euh, pas vraiment des obus, mais tout de même des trucs où on dévissait la tête pour avoir la poudre. Donc voilà, ben, ça c'est la guerre vue par des enfants. Hein. Enfin, toutes ces petites choses-là font que la vie est restée vivable, quoi. Hein.